Bonjour nos chers orateurs. Je remercie infiniment le professeur Taheri, qui est professeur de l'université à Casablanca. C'est un professeur de gastro-entérologie. En plus, c'est un professeur associé à la SMAD. Grâce à lui, qu'on a travaillé ce programme. Et malgré ses déplacements hors Maroc, il ne nous a pas lâchés. Ils étaient à côté de nous toute la journée. Je vous remercie. Maintenant, on va démarrer avec notre cher professeur Taheri. Et je vous remercie infiniment de votre présence. Ça va bien. Merci, madame. En fait, vous ne m'avez pas laissé souffler après juste l'atelier. Je viens de finir mon atelier concernant la stéatose. Et donc, j'enchaîne sur un thème qui est aussi important que la stéatose, c'est les troubles fonctionnels intestinaux, le syndrome de l'intestin irritable. Alors, pourquoi il est important de parler du syndrome de l'intestin irritable? C'est parce que c'est une pathologie qui est très fréquente. Alors, aux alentours de 20% des consultants, des patients ont un syndrome de l'intestin irritable, et donc c'est une prévalence qui est très importante. Et c'est un motif de consultation qui est très fréquent, quelle que soit la spécialité, en médecine générale, en gastro-entérologie, mais aussi en psychiatrie, en gynécologie et même en urologie. D'accord? Alors, le tableau clinique, il est non spécifique et vous allez voir qu'il y a des difficultés pour poser le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable. Et c'est aussi une maladie qui est chronique, qui est récurrente, qui altère de façon significative la qualité de vie et qui engendre des coûts sanitaires liés à la prise en charge, mais aussi aux explorations répétées. Alors, le syndrome de l'intestin irritable pose beaucoup de problèmes, et pour le patient et pour le médecin, et pour le patient essentiellement, parce qu'il a toujours un doute concernant la bénignité de la pathologie. Donc, on a beau lui dire que c'est une pathologie qui est bénigne, du moment qu'il a mal, qu'il a des douleurs, qu'il est gêné, qu'il a un ballonnement, il pense qu'il a un cancer. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Ça altère de façon significative sa qualité de vie. Souvent, même quand on traite, il y a une résolution qui est incomplète des symptômes, et donc le malade continue à avoir les symptômes, et il considère que le médecin il est incompétent pour traiter le syndrome de l'intestin irritable. Et nous, en consultation, on voit des patients qui ont vu 5-6 médecins avant de voir un avis de spécialiste. Mais aussi, c'est une pathologie qui est très difficile pour le médecin parce que c'est une maladie, certes, qui est bénigne et fonctionnelle, mais le diagnostic, il est essentiellement basé sur les symptômes. Ces symptômes-là sont variables au cours de l'évolution. Il n'y a pas de test diagnostique, vous allez le voir, précis pour diagnostiquer le syndrome de l'intestin irritable. Et donc, on a toujours dans un petit coin dans notre tête qui nous dit « Et si ce n'était pas un syndrome de l'intestin irritable, est-ce que je suis en train de traiter un vrai syndrome intestin irritable ou c'est autre chose? Je suis passé à côté d'un diagnostic où il y a de l'organicité. » Et donc, aussi, il y a un problème pour le traitement. Vous allez voir qu'il y a plusieurs recommandations. Il y a des recommandations anglaises, vous avez les recommandations coréennes, les recommandations de Hong Kong, les recommandations japonaises et les recommandations anglaises. Donc, vous avez plusieurs recommandations. Ils ne sont pas tous d'accord et sur la possibilité, la démarche diagnostique pour faire le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable, mais aussi pour le traitement. Donc, j'ai essayé de faire la synthèse un peu de toutes ces recommandations. Alors, sur le plan physiopathologique, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie qui est multifactorielle. Il y a des anomalies du microbiote, des anomalies des acides biliaires, il y a des troubles moteurs, il y a l'intolérance à certains nutriments. Vous allez voir qu'il y a une place importante pour le régime. Il y a un problème de perméabilité intestinale accrue. Il y a aussi même l'inflammation. Il y a des syndromes de l'intestin irritable qui sont déclenchés après des infections bactériennes ou parasitaires. Mais s'il y a un seul élément à retenir comme élément physiopathologique de syndrome de l'intestin irritable, c'est l'hypersensibilité viscérale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette hypersensibilité viscérale? C'est que le patient sent les mouvements intestinaux qu'il ne doit pas sentir normalement. Donc, il y a un problème, il y a le verrou de la sensibilité qui saute, et donc vous avez des seuils de sensibilité qui sont beaucoup plus bas chez ces patients-là.
Alors, l'autre élément important pour la physiopathologie du syndrome de l'intestin irritable, c'est qu'il y a une relation avec le psychisme. Donc, quand vous êtes anxieux, quand vous êtes déprimé, il y a une modulation de la sensation de la douleur, et donc il y a une modulation centrale et périphérique des mécanismes de contrôle de la douleur, et donc qui existe au niveau de la corne postérieure de la moelle. Alors, sur le plan diagnostique, la douleur abdominale, elle est quasiment constante pour le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable. Vous allez voir les critères de ROM 4. Il faut avoir la douleur pour parler de syndrome de l'intestin irritable. Il ne faut pas avoir juste les troubles de transit ou le ballonnement. La douleur, elle est constante. Alors, douleur plus ballonnement, c'est les motifs de consultation les plus fréquents. Le type de douleur, c'est la contraction. On peut avoir des spasmes, on peut avoir des tensions intolérables. Le siège, il dessine le cadre colique. On peut avoir des douleurs qui sont localisées au niveau des hypocondres, en colique droit et en colique gauche. Et juste pour vous dire que les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, il a été démontré dans plein d'études qu'ils sont suropérés pour une lithiase vésiculaire parce qu'il y a des douleurs du syndrome de l'intestin irritable qu'on peut prendre pour des douleurs lithiasiques. Il y a des irradiations en arrière, parfois en cuisse ou en bas, dans la région ombilicale. Alors, l'horaire de la douleur, souvent, il est après le repas, peut être matinal, mais il faut faire attention quand vous avez des douleurs nocturnes qui réveillent le patient. Là, c'est un signe qui peut orienter vers l'organicité, et donc il faut absolument explorer ce genre de douleurs. Mais en gros, c'est des douleurs diurnes. L'évolution, c'est en quelques heures à quelques jours. Il est soulagé par l'émission de gaz ou de sel, par la détente, par le repos. Ça, c'est évident quand vous posez la question, est-ce que votre douleur, vous l'avez gardée quand vous étiez en congé? Il vous dit non. Donc ça, c'est un élément majeur pour le diagnostic, et il est aggravé par le stress, l'anxiété, la dépression et la fatigue. Vous avez le ballonnement abdominal qui est aussi très fréquent, qui touche tout l'abdomen ou un angle, qui donne une gêne postprandiale, qui oblige parfois le patient à desserrer sa ceinture. Parfois, il y a une distension qui est très violente, et on a beaucoup de malades qui consultent en urgence pour le ballonnement abdominal et qui est associé à une émission anormale de gaz. Troisième élément, c'est les troubles de transit, et ça vous donne le sous-type de syndrome de l'intestin irritable. Vous avez le syndrome de l'intestin irritable où il y a douleur et ballonnement, et puis après, vous avez les sous-types, soit avec constipation, soit avec diarrhée, soit mixte. Et donc, il faudrait, je vous invite à voir ce qu'on appelle l'échelle de Bristol dans vos cabinets pour pouvoir demander aux patients quel sel il émet. Comme ça, vous avez une idée. Est-ce que c'est un syndrome de l'intestin irritable avec constipation mixte ou avec diarrhée? Alors, le syndrome de l'intestin irritable, il est souvent associé à un riche cortège sémiologique. Sur le plan digestif, souvent, il y a des nausées. Souvent, pas de vomissements. Quand vous avez des vomissements, il faut se méfier. Ce n'est pas un syndrome de l'intestin irritable. Vous avez souvent de la dyspepsie. Ces deux pathologies, ils partagent la même physiopathologie. En gros, vous avez 40 à 50% des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ils ont une dyspepsie. Vous avez la mauvaise haleine, vous pouvez avoir un prurit anal et vous pouvez avoir des proctalgies fugaces. Alors, concernant les signes extradigestifs, vous avez le syndrome de fatigue chronique. Les patients viennent parfois consulter parce qu'ils ont une fatigue. Ils ont de la fibromyalgie. La fibromyalgie est définie par des troubles de sommeil et des douleurs accentuées articulaires. Parfois, ils ont des migraines, ils ont des signes urologiques, type cystalgie, et parfois, ils ont des dyspareunies, ils consultent en gynécologie. Les palpitations, donc souvent, c'est des patients qui ont des palpitations au cours des poussées de syndrome de l'intestin irritable. Et parfois, ils consultent en rhumatologie pour des lombalgies et des douleurs pelviennes chroniques. Alors, quand vous avez des signes digestifs, un syndrome algique généralisé dans un contexte de troubles psychologiques, ça vous évoque le diagnostic, mais sans pouvoir le confirmer. Ça, c'est une méta-analyse qui parle de l'association entre anxiété et syndrome de l'intestin irritable. Alors, l'anxiété, ça ne se retrouve pas dans toutes les études. Il n'y a pas de surprévalence de l'anxiété, mais pour la dépression, vous avez une surprévalence de la dépression au cours du syndrome de l'intestin irritable. Alors, quand vous faites votre interrogatoire, s'il vous plaît, c'est la diapositive la plus importante
Quand vous voulez faire un diagnostic d'un syndrome de l'intestin irritable, recherchez les signes d'alarme, ou ce qu'on appelle les red flags. C'est très important. Alors, ce qu'on demande souvent, c'est l'âge. Alors, si vous avez l'apparition de la symptomatologie au-delà de 50 ans, il faut se méfier. Ce n'est pas un syndrome de l'intestin irritable. Quand vous avez une aggravation de la symptomatologie, quand vous avez une perte de poids qui est inexpliquée, d'accord, pas chez une femme qui fait un régime, donc quand vous avez quelqu'un qui a une perte de poids inexpliquée, quand vous avez des signes qui sont nocturnes, qui réveillent le patient, ça c'est très important, quand vous avez une histoire familiale, et ça je pense que tout le monde l'oublie, il faut poser la question concernant les antécédents familiaux. Quand vous avez quelqu'un qui a un frère qui a un cancer colique, ne posez pas de diagnostic de syndrome de l'intestin irritable avant d'explorer. Une maladie de Crohn, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup plus de prévalence chez les apparentés pour les maladies inflammatoires et aussi pour la maladie cœliaque. Donc ça, c'est obligatoire. Il faut faire une enquête familiale. Est-ce qu'il y a un cancer familial? Est-ce qu'il y a une maladie inflammatoire ou une maladie cœliaque? Bien évidemment, les signes rouges, ils sont appelés rouges parce qu'il faut faire attention à la rectorragie. Quand vous avez des mélénas ou des rectorragies, il faut absolument explorer avant de dire que c'est un syndrome de l'intestin irritable et aussi quand vous avez une anémie non expliquée. Alors, les chercheurs ont essayé d'aider les cliniciens pour poser des critères cliniques pour aider au diagnostic du syndrome de l'intestin irritable. Ça s'appelle les critères de Rome 4. Et en fait, ces critères de Rome 4, vous allez voir, ils ne sont pas très pertinents. Même si vous avez tous les critères, vous pouvez évoquer le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable sans pouvoir le confirmer. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable avec les critères de Rome 4? C'est une douleur abdominale, vous voyez que la douleur elle est obligatoire, chronique ou inconfort qui est apparenté à la douleur, au moins un jour par semaine dans les 3 derniers mois, associé avec au moins deux points suivants. Amélioré par la défécation, ça veut dire que la douleur ou l'inconfort elle est améliorée par la défécation. Début associé avec une modification de la fréquence des selles ou début associé à une modification de l'aspect ou de l'apparence des selles. Et bien évidemment, quand vous avez ça, vous avez votre diagnostic de syndrome de l'intestin irritable, vous suspectez le syndrome de l'intestin irritable, il faut se mettre dans un cadre, syndrome de l'intestin irritable avec constipation, syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée ou syndrome de l'intestin irritable mixte. Alors vous voyez, ça c'est aussi une diapositive qui est très importante quand on utilise les critères de Rome 4 pour diagnostiquer le syndrome de l'intestin irritable. Ça, c'est une étude qui a été faite sur 599 patients. Et en fait, les patients qui ont une maladie organique et qui ont des signes d'alarme, c'est 27%. Quand vous prenez les patients qui ont des signes d'alarme et qui répondent aux critères de Rome 4, vous avez 27% qui ont une maladie organique. Mais quand vous prenez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, sans signe d'alarme, sans red flags, ils ne sont pas à 0% de maladie organique, ils sont à 12%. Ça veut dire que même quand vous avez le diagnostic par les critères de Rome 4, gardez en votre tête que ça peut être autre chose, que ça peut être organique. D'accord? Donc c'est une aide au diagnostic, mais ça ne confirme pas le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable. Il ne faut pas dire que vous répondez aux critères, vous n'avez pas de signe rouge, vous n'avez pas de signe de gravité, ça ne peut être qu'un syndrome de l'intestin irritable. On peut avoir un syndrome d'intestin irritable, même avec, sans aucun signe d'alarme, dans 15% des cas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le bilan pour éliminer une infection organique, un cancer, une tuberculose, et ce bilan-là, il doit être orienté par les symptômes. Alors, on a peur de quoi quand on a un syndrome de l'intestin irritable? Bien évidemment, notre peur noire, c'est le cancer colorectal. Donc, on veut voir s'il y a un cancer parce que on a les mêmes symptômes pour le cancer colorectal. Les maladies inflammatoires de l'intestin, parfois, les dysthyroïdies peuvent se manifester par des troubles de transit, mais pas beaucoup de douleur. De la malabsorption avec intolérance au lactose, la maladie cœliaque, la colonisation bactérienne, parfois quand on a une sténose au niveau du grêle, ça peut donner les mêmes symptômes. La tuberculose digestive peut mimer un syndrome de l'intestin irritable. Des pathologies beaucoup moins rares
la pancréatite chronique ou le cancer du pancréas, quand vous avez des douleurs abdominales et que le patient il est âgé, parfois il est judicieux de demander un scanner pour voir ce qui se passe. Pathologie rénale, et il y a les urgences aussi, quand vous avez des douleurs qui sont aiguës, les coliques hépatiques, les coliques néphrétiques, les appendicites, les sigmoïdites, la pathologie ovarienne peut mimer des crises de syndrome de l'intestin irritable et bien sûr les douleurs pariétales. Alors, quel bilan? Vous avez autant de recommandations que de guidelines. Et en fait, par exemple, les recommandations anglaises, ils disent qu'il faut avoir au moins une numération. Ça, c'est le minimum syndical pour un diagnostic d'un syndrome de l'intestin irritable. Il faut avoir une numération, une CRP ou une VS. D'accord? Et si vous avez une forme avec diarrhée, il faut des anticorps antitransglutaminase. Donc ça, c'est obligatoire pour le diagnostic. Alors, les Américains, dans une revue de la littérature qui sont publiées en 2015, ils disent qu'il faut faire aussi, ça serait utile, d'utiliser la calprotectine fécale. Alors, c'est quoi cette calprotectine fécale? C'est une protéine qui est ubiquitaire, qui est essentiellement localisée au niveau des leucocytes, des monocytes et des macrophages activés. Et quand vous avez des lésions organiques au niveau du côlon, cette calprotectine, elle migre au niveau des selles et on peut la doser. D'accord? Et donc, c'est une protéine qui est résistante à la dégradation. Et donc, si vous avez de l'exsudat au niveau du côlon, vous allez trouver de la calprotectine au niveau des selles. Et la calprotectine est un élément qui est très important et très intéressant pour différencier le syndrome de l'intestin irritable des maladies inflammatoires de l'intestin. Alors, il y a une étude qui a regroupé 5 983 patients sur 30 études de 1992 à 2007 pour voir qu'est-ce qui pourrait différencier des maladies inflammatoires de l'intestin d'un syndrome de l'intestin irritable. Et vous voyez que la CRP elle est mauvaise parce qu'elle a une très mauvaise sensibilité, entre 30 et 40%. La VS elle a une sensibilité entre 18 et 52%. Et quand vous avez une calprotectine au-dessous de 50, ça a une sensibilité pour éliminer une maladie inflammatoire de l'intestin à 89%, une spécificité à 91%. Il y a même des auteurs qui ont dit qu'on peut utiliser la calprotectine pour stratifier l'utilité d'une coloscopie ou pas. Ça, c'est une étude qui a été, des recommandations qui ont été publiées en 2017, et ils disent on fait notre calprotectine. Si on est en dessous de 50, c'est probablement un syndrome de l'intestin irritable. Si on est entre 50 et 150, on refait une calprotectine. Et si on est au-delà de 150, là, il n'y a pas doute, il faut faire une coloscopie parce qu'on sait qu'il y a de l'exsudat et probablement il y a une maladie inflammatoire de l'intestin. Ceci dit, ce n'est pas une recommandation qui est formelle. Les recommandations japonaises disent, et voilà, je vous ai copié les recommandations japonaises, ils disent, à l'heure actuelle, on n'a pas assez d'éléments pour recommander la calprotectine de façon officielle pour le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable. Ça peut être utile, mais ce n'est pas encore une recommandation formelle. Alors, les recommandations de l'Organisation mondiale de la gastroentérologie disent aussi qu'il faut, dans les pays à haute prévalence de parasitose, il faut faire une parasitologie des selles, ce qui est très logique. On ne va pas demander des parasitologies de selles dans le bilan d'un syndrome de l'intestin irritable en pays scandinaves, mais chez nous, il est utile, il est logique de demander une parasitologie des selles. Et donc, le bilan en pratique, c'est ça. Vous faites une NFS VSCRP, examen parasitologique des selles. Quand vous avez un syndrome d'intestin irritable mixte ou avec diarrhée, une sérologie de la maladie cœliaque, vous demandez des anticorps antitransglutaminase, dans la forme avec diarrhée ou mixte, une calprotectine fécale plus ou moins, d'accord, si vous avez une forme avec diarrhée ou mixte, et le bilan thyroïdien, il n'est pas obligatoire dans le bilan du syndrome de l'intestin irritable. Il n'a jamais été prouvé que les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable ont plus de dysthyroïde. Alors, la coloscopie, et ça, c'est une diapositive qui est très importante. Si vous retenez ça, c'est que j'ai gagné ma matinée. C'est qu'il faut absolument la demander si vous avez un antécédent de cancer de Mecke, de maladie
cœliaque, si vous avez un début après 50 ans, un début de la symptomatologie après 50 ans, quand vous avez des lectorragies, quand vous avez de l'amaigrissement, quand vous avez des symptômes qui sont appelés dominance nocturne, qui réveillent le patient, quand vous avez un syndrome anémique, quand vous avez de la fièvre et quand vous avez bien évidemment une anomalie à l'examen clinique, quand vous palpez une masse ou des adénopathies, il faut absolument faire une exploration par coloscopie. Et voici ce qui se fait dans la vraie vie. Ça, c'est une étude qui est multicentrique, qui a été faite en Europe. Et vous voyez devant des lectorragies, pas tout le monde demande une coloscopie, ça c'est les médecins généralistes, pas tout le monde demande une coloscopie et pas tout le monde demande un avis de spécialiste, que ce soit en Belgique, en Slovaquie, en Lituanie, en Hongrie. Donc, souvent, les pratiques sont partout les mêmes. On ne demande pas assez de coloscopie devant des signes rouges. Donc, retenez, quand vous avez des rectorragies, même si vous avez des hémorroïdes, quand vous avez un syndrome de l'intestin irritable, la coloscopie est une case obligatoire. Alors, il y a un bilan de deuxième intention quand vous avez l'échographie. L'échographie, je pense que tout le monde le fait en première intention, mais dans le syndrome de l'intestin irritable, c'est pas demandé, ça ne devrait pas être demandé en première intention. Il y a le scanner, parfois on a besoin de fibroscopie, de biologie ciblée, par exemple si on suspecte une tumeur neuroendocrine, mais ça c'est l'affaire du spécialiste. Donc venons au traitement. Alors le traitement, quand vous voulez traiter quelqu'un qui a un syndrome de l'intestin irritable, il faut avoir un contrat dès le départ. On ne guérit pas un syndrome de l'intestin irritable, on améliore les symptômes. Donc dès le départ, il faut l'annoncer. On ne peut pas le guérir. Tout ce qu'on peut espérer, c'est d'améliorer les symptômes, corriger les troubles de transit. Et pour cela, on a plusieurs moyens. Voici tous les moyens qui sont disponibles pour le traitement. Ce qui est important de voir, c'est que les éléments pour le traitement, il y a un niveau de preuve qui est très faible ou moyen pour la plupart de ce qu'on utilise de façon routinière pour le syndrome de l'intestin irritable, en dehors des antidépresseurs. Et on va voir qu'il y a des règles de prescription pour les antidépresseurs au cours du syndrome de l'intestin irritable. Alors pour la diététique, et ça c'est une question qui est récurrente quand vous êtes dans le cabinet, qu'est-ce qu'il faut que je mange, comment je fais ma diététique. Alors ça c'est les recommandations anglaise. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas sauter de repas, qu'il faut boire beaucoup de liquide, au moins 8 verres par jour, d'accord? Pas de soda. Restriction du thé et du café à 3 par jour. Et là, je me contredis parce que là, juste à côté, dans le... Voilà, si vous avez un syndrome de l'intestin irritable, vous avez le choix entre traiter la stéatose et traiter le syndrome de l'intestin irritable. Réduire la prise d'alcool, limiter la prise de fibres, limiter les fruits frais à 3 portions par jour et éviter le sorbitol. Donc ça, c'est les recommandations anglaises. Est-ce qu'il y a un régime qui est adapté pour les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable? Vous voyez ici les recommandations japonaises et coréennes disent qu'on peut avoir un régime FoodMaps. Alors, c'est quoi ce régime FoodMaps? C'est les oligodies et monosaccharides fermentables et polyoïdes. Ça donne une augmentation, c'est des sucres qui donnent un effet osmotique par fermentation par le microbiote intestinal, des douleurs abdominales et un ballonnement. Et en fait, le fait de diminuer les aliments qui contiennent ces FoodMaps diminue les douleurs abdominales, le ballonnement et améliore le transit. Et donc, mais malheureusement, on n'a pas d'idée sur l'effet à long terme parce que vous allez voir que c'est un régime qui est très contraignant et moi je pense qu'il n'est même pas réalisable chez nous parce qu'on dit aux malades qu'il faut éviter le blé. Alors imaginez que ça ne marche pas, absolument pas, c'est dans les pays où c'est pour ça que c'est les Coréens et les Japonais qui l'utilisent le plus souvent. Alors pour les fibres, alors, deuxième chapitre pour le traitement, c'est le régime riche en fibres. Donc, c'est une approche qui est rationnelle, mais il faut savoir que les fibres insolubles peuvent aggraver la symptomatologie, peuvent donner un ballonnement, une distension abdominale, une flatulence et des crampes. Et donc, une méta-analyse récente sur 14 essais, les fibres solubles améliorent la symptomatologie. Alors, les laxatifs, le polyéthylène glycol, le PEG, le lactulose, sont souvent utilisés. Il faut savoir qu'ils n'ont pas d'essai clinique. Il n'y a jamais eu d'essai contrôlé pour le syndrome de l'intestin irritable.
qu'il y a un bénéfice sur le transit, mais il n'y a pas de bénéfice sur le ballonnement abdominal et les douleurs abdominales. Alors, pour les antispasmodiques, donc, vous avez plusieurs molécules. Vous avez l'oxylonium, vous avez la mébivéline, le drotavéline. Donc, ils peuvent apporter un soulagement à court terme dans le syndrome de l'intestin irritable, douleur abdominale et sur le score de gravité. Mais bien sûr, il faut faire attention aux effets secondaires. Donc, par exemple, les recommandations coréennes disent que les antispasmodiques, comme il y a quasiment toujours douleur, les antispasmodiques sont efficaces dans le traitement du syndrome de l'intestin irritable avec douleur et aussi dans les recommandations américaines avec un niveau de preuve modéré. Alors pour les probiotiques, donc je ne vais pas m'étaler sur les probiotiques parce que vous aurez une session spéciale syndrome de l'intestin irritable et probiotiques, mais tout ce qu'il faut savoir, quand on veut vous vendre un probiotique, il faut au moins lire la notice, voir de quelle souche on parle. Pas toutes les souches sont efficaces sur le syndrome de l'intestin irritable. Donc, il faut voir les souches utilisées, la dose, la formulation et la méthode d'administration et sa conservation. Mais il est admis actuellement, et ça c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2018, que les probiotiques peuvent améliorer les symptômes du syndrome de l'intestin irritable avec un haut niveau d'évidence. Regardez ici, c'est les symptômes avec douleur abdominale de syndrome de l'intestin irritable. Et donc, du coup, vous avez les probiotiques qui sont recommandés par les sociétés coréennes et japonaises. Alors, la rifaximin, c'est un antibiotique local qui existe au Maroc, qui peut être utilisé à 550 mg fois 3 par jour. Il a une efficacité pour diminuer la symptomatologie dans le syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée. Il est bien toléré. On peut l'utiliser. Les essais cliniques, on l'a utilisé pendant 16 semaines et il peut être réutilisé après la première cure. Donc, recommandé aussi dans les guidelines coréens et américains. Et puis, les antidiarrhéiques, le loperamide, il a une efficacité prouvée sur l'amélioration du transit. On le donne à la dose de 2 mg le matin et deux fois par jour. Alors, les antidépresseurs, je ne vais pas m'étaler sur ça. On a dit qu'il y a, sur la physiopathologie, les antidépresseurs peuvent améliorer l'hypersensibilité viscérale. Il est recommandé par la société américaine et la société japonaise. Et la psychothérapie, c'est un élément majeur. Il y a la psychothérapie avec les mesures générales. Donc, discuter avec le patient de ses craintes, diminuer ses plaintes, éliminer les inquiétudes inutiles, viser à diminuer les comportements d'évitement de certaines activités, discuter avec les patients de leur cancérophobie et discuter des facteurs de stress dans le but de les résoudre. Alors, les Américains aussi recommandent les thérapies psychologiques, y compris les thérapies cognitives, la psychothérapie dynamique et l'hypnose. Le yoga ne fait pas partie des éléments thérapeutiques du syndrome de l'intestin irritable. Et un élément majeur du traitement du syndrome de l'intestin irritable, c'est la relation médecin-malade. Il a été prouvé qu'une bonne relation améliore le vécu du malade, une meilleure efficacité du traitement et moins d'hospitalisation. Alors, pour schématiser, je trouve que les guidelines coréens sont les meilleurs. Alors, quand vous avez des douleurs abdominales, troubles de transit, vous cherchez initialement les red flags, les signes rouges. Si vous avez les signes rouges, vous partez directement vers la coloscopie. Si vous n'avez pas les signes rouges, vous pouvez demander au patient d'avoir une hygiène de vie, un régime alimentaire, et vous pouvez traiter par les 3 molécules, c'est le premier palier de traitement, antispasmodique, rifaximin ou probiotique. Et si vous avez des troubles de transit pour la diarrhée, vous pouvez mettre par exemple du loperamide. En cas de constipation, vous pouvez mettre du PEG ou du lactulose. Si le patient ne s'améliore pas, vous faites la coloscopie. Ça veut dire que même si vous n'avez pas de signe rouge, il n'y a pas d'amélioration symptomatique, il faut aller vers une coloscopie. Quand vous faites la coloscopie, ça ne veut pas dire que les symptômes vont s'améliorer. Vous pouvez répéter le traitement, vous changez. Si vous étiez sur la rifaximin, vous passez aux antispasmodiques, mais sur le même palier. Ça veut dire que vous changez ces molécules-là entre elles. Si ça ne marche pas, vous allez directement aux antidépresseurs. Vous allez voir que les antidépresseurs sont toujours
une étape ultérieure à une coloscopie. On ne peut pas mettre d'antidépresseur pour le traitement du syndrome de l'intestin irritable avant d'au moins avoir une coloscopie. Ça, c'est un message fort. Et s'il n'y a pas amélioration après antidépresseur, il faut revoir le diagnostic, il faut envoyer le malade chez un spécialiste pour faire des explorations qui sont beaucoup plus poussées. Et donc, je finis par cette diapositive pour vous dire que c'est une vraie maladie. Vous voyez la qualité de vie des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, elle est aussi altérée que les patients asthmatiques ou qui ont une polyarthrite rhumatoïde. Et comme disait Louis Pasteur, guérir parfois, c'est le cas pour le syndrome de l'intestin irritable. Soulager souvent et écouter toujours. Je vous remercie. Je passe la parole à la salle pour quelques questions. Je pense que c'est clair pour tout le monde et je remercie le professeur Tahivi pour cette énorme présentation. Et je passe la parole au président de l'association ML, Dr Chinaoui, qui va remettre un trophée à notre cher professeur Tahivi. Merci beaucoup, Ustad Taheri. C'est un remerciement un peu spécial parce que Taheri a été mandaté par la SMAD pour nous accompagner dans l'élaboration du programme. Et il était très efficace, très souple et avec beaucoup de sérieux, bien sûr. Et il nous a accompagnés et ça a abouti à un programme très riche et bénéfique pour tous les collègues. Merci beaucoup, Ustad Taheri. Vous méritez avec plaisir et merci.